Quand on parle de l'alimentation, on a l'impression que c'est simple. Manger, c'est un geste quotidien, un besoin de base, un mécanisme biologique indispensable pour vivre. Rien de mystérieux en apparence. Et pourtant, si l'on prend un instant pour s'arrêter, pour regarder ce geste avec un peu plus d'attention intérieure, une question surgit. Que faisons-nous vraiment quand nous mangeons ? Est-ce qu'on se contente d'envoyer des calories dans une machine corporelle ? Ou bien est-ce qu'on entre, à travers ce processus, dans une relation plus profonde avec le monde, avec nous-mêmes, avec l'invisible ? Du point de vue spirituel, et en particulier dans la vision de l'anthroposophie, l'alimentation est bien plus qu'un acte mécanique. C'est une rencontre. Manger, c'est s'unir à la terre, c'est inscrire son destin dans la matière et reconnaître les forces qui nous constituent. Car ce que nous introduisons en nous n'est pas seulement de la matière. Ce sont des forces solaires condensées, des mémoires cosmiques prises dans les formes, des puissances vitales qui n'attendent qu'une chose, être libérées par la digestion humaine. Dès la naissance, ce lien est là. Dans le premier cri, dans la première tétée, le nourrisson s'incarne par la bouche, par le ventre, par la chaleur du sein maternel. C'est par l'alimentation que l'âme descend dans la densité terrestre. L'aliment devient alors l'instrument de notre ancrage, le support de notre incarnation. Et tout au long de la vie, manger restera ce point de contact entre les plans supérieurs et la matière terrestre. Un seuil où le cosmique se reflète dans le digestif, où le moi travaille à élever ce qu'il reçoit. Mais pour comprendre cela, il faut dépasser la vision purement matérialiste de la nutrition. Aujourd'hui, on parle de calories, de métabolisme, de chimie. Mais l'homme ne se nourrit pas seulement pour survivre. Il se nourrit pour se transformer. Ce qu'il absorbe n'est pas seulement destiné à faire battre le cœur ou bouger les muscles. C'est là pour fortifier l'être, nourrir l'individualité, accompagner une évolution intérieure. Il faut donc distinguer deux gestes. D'un côté, la nutrition physique, celle qui entretient le corps, le sang, les muscles, la chaleur. Et de l'autre, plus discrète, l'assimilation spirituelle, celle qui fait qu'une substance peut devenir support de conscience, de force morale ou même d'inspiration. Alors oui, le même aliment peut élever ou alourdir, nourrir ou dégrader, selon la conscience avec laquelle on le reçoit. Ce n'est pas tant la matière en elle-même qui compte, que la manière dont elle est prise en charge par nos différents corps. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le moi. Et dans cette lumière, digérer devient un art intérieur, humble, quotidien, mais un art qui porte une immense portée, car c'est dans la digestion que l'homme commence à spiritualiser la terre. Peut-être même que, dans le silence de l'estomac, se joue un des gestes les plus élevés de l'humanité, transformer la nature et l'unir à notre destinée. Les organes de la digestion sont des lieux d'action des forces formatrices. Si l'alimentation est un acte sacré, alors nos organes digestifs en sont les prêtres silencieux. On les réduit souvent à de simples machines qui broient, filtrent, séparent. Mais en réalité, ce sont des seuils, des lieux de passage, où la matière terrestre commence son chemin de transfiguration. Prenons d'abord le foie. On le décrit volontiers comme lourd, chimique, presque encombrant. Pourtant, dans la lumière de l'anthroposophie, il est bien plus qu'un filtre. Le foie est un organe cosmique, retourné vers la terre. Il digère non seulement la nourriture, mais aussi les influences, les mémoires, parfois même les dettes de l'âme. Il transmute, il convertit la densité en chaleur, il prépare la matière à devenir plus humaine. Et quand il souffre, ce n'est pas seulement le corps qui se trouble, c'est aussi l'âme qui peine à se libérer.
Vient ensuite le pancréas. Lui, il est discret, presque oublié. Et pourtant, c'est dans cette discrétion que réside sa force. Le pancréas est un gardien d'équilibre. Ses sécrétions, qu'on décrit comme chimiques, sont en fait des gestes subtils, des impulsions qui permettent à la vie de se déployer sans s'autodétruire. Il transforme notamment les sucres pour les rendre accessibles au moi. C'est lui qui empêche que la lumière condensée du sucre ne devienne feu destructeur pour la conscience. Le pancréas, c'est la mesure, la juste distance entre l'énergie brute et la clarté intérieure. Enfin, il y a l'intestin, long, obscur, sinueux, l'ombre de l'être humain. C'est là que se joue la dernière épreuve. Trier, discerner, rejeter. L'intestin est l'interface entre le monde et le moi profond. Ce qu'il garde et ce qu'il refuse raconte quelque chose de notre capacité intérieure à décider, à assumer, à nous alléger. Ensemble, ces trois organes forment une véritable trilogie sacrée. Le foie transforme, le pancréas mesure, l'intestin discerne et tranche. Ils ne sont pas des morceaux isolés. Ils forment un atelier de métamorphose, un lieu où la terre entre dans l'homme sans l'écraser, et où l'homme, en retour, commence à spiritualiser la matière. Dans la digestion se produit le travail des corps suprasensibles. Quand nous mangeons, ce n'est jamais un acte purement mécanique. Dès que l'aliment franchit nos lèvres, quelque chose d'invisible se met en mouvement. Nos corps subtils, le corps éthérique, le corps astral et le moi, commencent leur travail. Le premier, c'est le corps éthérique. C'est lui qui soutient la vie, qui empêche la matière de se décomposer trop vite. Il dissout doucement les formes naturelles pour en libérer l'essence vivante. Son travail est exigeant, surtout avec les protéines, qui sont des structures très élaborées, surtout les protéines d'origine animale. L'éthérique doit casser ses formes sans abîmer les forces qu'elles contiennent. Sinon, au lieu de nourrir la vie, elles deviennent poison. Ensuite vient le corps astral. Il est lié au mouvement, à la sensibilité, à l'âme. Son terrain privilégié, ce sont les graisses, car les graisses ne nourrissent pas seulement l'activité physique, elles nourrissent l'âme elle-même. Elles soutiennent notre calme, notre chaleur intérieure, notre stabilité émotionnelle. Mais si elles sont mal assimilées, tout de suite l'équilibre se trouble. Lourdeur, humeur sombre, difficulté à habiter son intériorité. Quand les graisses stagnent, c'est comme si le sentiment d'exister s'éteignait. Enfin le moi. Lui, il agit comme un souverain silencieux. Son rôle est essentiel, mais plus discret. Il intervient surtout dans la gestion des sucres, porteurs de lumière et d'énergie. Trop peu de sucre, et l'homme s'éteint dans la fatigue. Trop de sucre, et il s'agite, il se disperse. Le moi ne fait pas que régler des équilibres chimiques. Il imprime sa loi dans la matière. Là où il digère, il détruit pour libérer. Et là où il pense, il construit à partir de l'immatériel. Digestion et pensée sont les deux faces d'un même acte. Descendre dans la matière, remonter vers la lumière. Ces trois forces, éthérique, astral et moi, travaillent ensemble comme une symphonie intérieure. Chaque aliment devient le support d'un dialogue entre la matière et nos corps subtils. Et de cet échange naît plus que la santé. Il naît la qualité de notre présence à nous-mêmes. Manger, ce n'est donc pas seulement nourrir son corps, c'est offrir à nos enveloppes supérieures la matière qu'elles doivent transformer, pour que la terre, peu à peu, devienne digne de l'esprit. Qu'en est-il de la polarité assimilation-élimination ? Quand on parle de digestion, on pense surtout à ce qu'on absorbe. On s'intéresse à ce qui nourrit, à ce qu'on gagne, à ce qu'on incorpore. Mais on oublie trop souvent l'autre geste, tout aussi essentiel, éliminer.
car toute assimilation véritable implique un tri. On ne peut pas tout accueillir. L'aliment apporte des forces, des mémoires, parfois même des histoires qui ne sont pas compatibles avec notre devenir. Digérer, c'est donc juger. C'est discerner ce que l'on peut transformer et ce qu'il faut rendre à la terre. Ce rejet, qu'il se manifeste dans l'urine, les gaz, les sels ou la sueur, n'est pas un simple déchet mécanique. C'est l'empreinte d'un choix spirituel exprimé par le corps. C'est une limite intérieure. Ce que nous éliminons, c'est ce que nous n'avons pas pu ou pas voulu spiritualiser. Et là encore, tout a du sens. L'urée, c'est comme le signe d'un processus arrivé à son terme, une matière conduite jusqu'à son aboutissement. Les gaz, eux, montrent souvent une digestion inachevée, des choses qui n'ont pas pu être intégrées, comme des paroles restées en suspens. Les sels, enfin, contiennent ce que le moi a choisi de rejeter, ce qui n'avait pas de place à l'intérieur de nous. Éliminer, ce n'est donc pas seulement se vider, c'est se libérer, c'est dire non à ce qui ne nous correspond pas. Mais attention, ce que nous n'éliminons pas devient poison. Quand un aliment n'est ni intégré ni rejeté, il stagne, il se décompose en nous, il se retourne contre nous. Il devient toxine, surcharge, fermentation. Et ces substances errantes dans le corps pèsent aussi bien sur le foie que sur la pensée. Alors, on comprend que la digestion n'est pas une affaire de chimie, elle est morale. Un même aliment peut devenir élixir ou poison, selon la conscience avec laquelle il est reçu, selon la force intérieure qui le transforme ou l'écarte. En vérité, l'homme ne devient pas ce qu'il mange. Il devient ce qu'il est capable de spiritualiser dans ce qu'il mange. Assimiler, c'est élever. Éliminer, c'est purifier. Dans les deux cas, l'homme agit. Il ne subit pas la matière, il en devient le maître. Voilà pourquoi, même dans l'excrétion, ce geste si méprisé, se cache une liberté immense, celle de dire non à ce qui ne sert pas notre vérité. Comment la science spirituelle voit-elle les pathologies digestives? Toute maladie est un langage. Elle parle là où l'homme s'est tu. Elle agit là où l'âme a reculé. Elle manifeste dans le corps ce que la conscience n'a pas encore pu redresser. Les troubles digestifs, dans cette perspective, ne sont pas de simples dysfonctionnements mécaniques. Ils sont le signe d'un désaccord entre l'être humain et le monde qu'il cherche à intégrer à travers l'alimentation. Autrement dit, ils montrent les limites d'une transformation. Quand nous absorbons plus de matière que nous ne pouvons en transformer, ou quand nous mangeons des substances trop résistantes à la métamorphose, le processus digestif est dépassé. Ce qui reste non transformé devient nocif. Ce que le moi ne parvient pas à gouverner agit dans l'ombre, de façon autonome, et cela donne naissance à des pathologies. Prenons quelques exemples. Les protéines. Elles sont les plus difficiles à digérer, surtout les protéines d'origine animale. Elles portent une organisation déjà achevée, souvent étrangère à l'homme. Lorsqu'elles sont mal décomposées ou consommées en excès, elles s'accumulent, elles rigidifient les tissus. Alors apparaissent des troubles de sclérose, de calcification, des rigidités. Le corps éthérique n'arrive plus à dissoudre la forme pour en libérer la force. L'organisme se fige, il devient trop plein, trop fermé au mouvement de l'évolution. Les graisses, quant à elles, nourrissent l'intériorité. Elles apportent chaleur et enracinement. Mais si elles ne sont pas correctement métabolisées, souvent à cause d'un affaiblissement du corps astral, elles stagnent, elles rancinent. Cela crée une toxicité lente, une lourdeur, une tristesse sans cause apparente. L'homme ne digère plus, il stagne dans sa propre intériorité. Les sucres, eux, au contraire, apportent de l'éveil, de la lumière, de la chaleur pour la pensée.
Mais mal maîtrisés par le moi, ils deviennent une agitation sans direction, une dispersion. Trop de sucre, c'est comme une lumière qui brûle sans feu intérieur. Cela conduit à l'hyperactivité, à l'agitation nerveuse, mais aussi à une difficulté à s'intérioriser, à habiter le silence. Certains aliments sont d'ailleurs emblématiques de cette difficulté à trouver le juste rapport entre matière et esprit. La pomme de terre, entre autres, qui nourrit le corps, mais alourdit l'âme, car trop liée à la terre. Le sucre blanc, raffiné, vidé de sa substance vivante. Une lumière morte qui éclaire mais ne nourrit pas. Enfin le lait, surtout chez l'adulte, qui peut maintenir un lien ancien avec la dépendance maternelle, empêchant ainsi l'individuation. Les maladies digestives nous montrent donc où nous transformons trop peu, où nous gardons beaucoup trop, où nous nous laissons envahir par ce que nous ne savons pas élever. Elles sont des appels à retrouver le geste juste, la rencontre consciente avec l'aliment, le respect des limites, la mesure. En somme, elles nous rappellent que la digestion n'est pas seulement un processus biologique, c'est un processus de spiritualisation, une épreuve quotidienne où l'homme apprend à se purifier, à se transformer et à choisir, dans la matière, ce qui servira vraiment son devenir. Qu'en est-il de la nutrition dans l'équilibre des trois systèmes ? Le corps humain n'est pas seulement un assemblage d'organes, c'est une architecture vivante, rythmée par trois grands systèmes qui dialoguent en permanence. Le système nerveux sensoriel, centré dans la tête, qui perçoit et qui pense. Le système rythmique, avec le cœur et la respiration, qui équilibre et qui relie. Et le système métabolique moteur qui anime la volonté, le mouvement, la chaleur. La santé dans cette vision, ce n'est pas une mécanique qui fonctionne bien, c'est un équilibre vivant, respirant entre ces trois pôles. Et l'alimentation joue un rôle clé dans cet équilibre. Chaque type de substance agit surtout sur l'un de nos trois systèmes. Le système nerveux sensoriel, c'est le pôle du retrait, du refroidissement, de la concentration. Il est lié à la pensée et au moi. Ce système a besoin de sucre, mais pas n'importe comment. Des sucres transformés rendus assimilables par le pancréas, comme les amidons végétaux bien préparés. Alors, ils deviennent lumière pour la conscience. Mais en excès, le sucre se transforme en brume, en agitation mentale, en fièvre intérieure. Le système rythmique, c'est le cœur de l'être, le mouvement entre deux pôles, inspiration et expiration, veille et sommeil, jour et nuit. Il est porté par les forces astrales liées aux sentiments. Ce système se nourrit bien des graisses, mais des graisses claires, vivantes, qui soutiennent la chaleur et la stabilité émotionnelle. À l'inverse, des graisses trop lourdes ou rances troublent la respiration intérieure, créent de l'encrassement, alourdissent l'âme. Enfin, le système métabolique moteur. C'est le domaine de la chaleur, de la force, de la volonté incarnée. Ici, ce sont les protéines qui jouent le rôle principal. Elles apportent substance et construction. Trop de protéines rigidifient. Pas assez, et le corps s'affaiblit. Mais bien transformées, elles nourrissent le geste, le mouvement, l'action juste. Alors on comprend. L'alimentation peut déséquilibrer, surchauffer la tête, alourdir le ventre, troubler le rythme. Mais elle peut aussi harmoniser, relier, équilibrer ces trois pôles. L'homme est comme un instrument à trois cordes. L'aliment est la main du musicien. Et quand le geste est juste, les trois systèmes résonnent ensemble. La tête est claire, le cœur équilibre, le ventre agit. Manger devient alors un acte musical, une manière de relier pensée, sentiment et volonté, une manière de devenir un être accordé, capable d'habiter son corps tout en laissant circuler l'esprit. Après ce qui vient d'être dit, nous pouvons comprendre que la digestion est transformatrice. Tout ce qui vit
digère. Mais seul l'homme sait qu'il digère. Et c'est peut-être là, dans cette conscience, que réside la véritable dignité de l'alimentation humaine. Car l'homme ne digère pas seulement pour entretenir son corps. Il digère pour transformer la matière, pour l'élever, pour en extraire des forces qui nourrissent son individualité. Chaque bouchée est un lien entre le monde et le moi. Chaque transformation intérieure est un fragment du cosmos intégré à notre devenir. Et chaque élimination juste est un retour offert à la Terre. Le système digestif apparaît alors comme un véritable atelier sacré, pas un simple tuyau physiologique, mais une architecture vivante où se rencontrent les grandes forces de la nature, chaleur, lumière, forme, et les puissances de l'âme, volonté, discernement, intériorité. Le foie transmute le passé, le pancréas équilibre la lumière du sucre avec la force du moi, l'intestin trie, discerne, rejette. Tout cela pour une seule opération invisible, permettre à l'esprit humain de s'inscrire dans la matière. Mais attention, ce processus n'est pas automatique. Si l'homme mange sans conscience, il rabaisse l'aliment à un simple carburant. Alors la digestion perd sa dimension morale et spirituelle. L'aliment devient une charge qui pèse, un corps étranger qu'on n'a pas su transformer. À l'inverse, manger en conscience, c'est accueillir l'aliment comme un hôte porteur de force cosmique. C'est lui donner la possibilité d'être libéré, transfiguré. Dans ce geste, l'alimentation devient un acte moral. Non pas au sens d'un code extérieur, mais comme une fidélité intérieure, un accord entre l'homme, la terre et l'esprit. Alors, repas après repas, la digestion devient un exercice d'humanisation. Elle n'est plus seulement ce qui nous maintient en vie, mais ce qui nous permet de grandir intérieurement. Et dans cette conscience, manger cesse d'être un besoin biologique. Cela devient un chemin initiatique. Un chemin où l'homme apprend à se purifier sans se nier, à intégrer sans se perdre, à éliminer sans rejeter. Il reste dans la matière, mais il n'y est plus prisonnier. Il en fait un tremplin pour l'esprit. Et peu à peu, celui-ci rayonne jusque dans son souffle, son sang, ses cellules. Voilà le mystère de la digestion transformatrice, un dialogue entre le cosmos et l'homme, à travers la terre et le pain.